Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du dernier roman de Christian Guillerme, Étage 46. Les portes de l'ascenseur sont ouvertes. Vous pouvez monter. Pour celui qui a souffert toute la nuit, l'aube est toujours décevante. Robert McLiam Wilson. La douleur de Manfred. Prologue. Le point zéro d'une vie n'est pas toujours une date de naissance. Cela faisait 3 mois déjà qu'elle était locataire de son enfer personnel. Près de 100 longues journées à user et décolorer le parquet à force d'emprunter immuablement le même trajet, heure après heure. Du canapé à la fenêtre, de la fenêtre au canapé. Pas une journée ne se passait sans qu'elle revive cet instant, par flashback et toujours à l'improviste. Elle pouvait alors rester d'interminables minutes, le regard absent, la bouche ouverte, silencieuse, à se consumer de l'intérieur, comme la cire de bougie sous l'assaut de la flamme. Invariablement, elle finissait par s'écrouler en larmes, le souffle court, au bord de la crise de nerfs, submergée par la culpabilité. Elle avait cessé toute activité professionnelle. Tout ce qui la rattachait à sa vie d'avant n'était plus qu'un lointain souvenir. Comment aurait-elle pu faire autrement? La dépression l'avait enveloppée de ses bras glacés. Elle vivait recluse et prostrée, repoussant toute forme de contact, en attente uniquement de la nuit et de ses ténèbres qui lui refusaient sans cesse le repos et le répit tant espéré. Au lieu de cela, elle se réveillait, au milieu des draps moites de sueur, le corps colonisé par la chair de poule, la gorge en feu, le cœur au bord des lèvres, les yeux noyés. Ces réactions intenses et dysfonctionnelles avaient conduit les médecins qui la suivaient à diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique, un TSPT selon leur jargon. Elle n'avait même pas la chance de souffrir d'une amnésie dissociative, un luxe qui lui aurait permis l'effacement de pans entiers de son trauma. Le corps médical lui avait alors prescrit une psychothérapie d'exposition pour l'aider à dissiper la frayeur provoquée par l'événement déclencheur. Durant des séances éprouvantes, elle avait dû se projeter de nouveau au cœur de cette nuit glaciale. Mais cela s'était avéré au-dessus de ses forces par la faute d'une volonté qui s'effrite comme un crépi sous l'action du temps. Elle avait cru trouver refuge dans la prescription délivrée par les médecins, antidépresseurs et inhibiteurs sélectifs, mirtazapine et autres venlafaxine, sans oublier olanzapine ou prazosin, pour lutter contre l'assaut des insomnies et des cauchemars à répétition. Mais cette pluie de pilules et de gélules n'avait pu endiguer le mal qui la rongeait, tel un acide, et se contentait de la laisser dépendante et hébétée comme une droguée. Au bord de la rupture, elle avait envisagé d'en finir avec ce long chemin qui ne lui promettait que désespoir, larmes et obscurité. Mais l'amour et le respect pour sa mère l'en avaient dissuadée. Tel un zombie, éteint de l'intérieur, elle survivrait donc. Elle deviendrait simplement une enveloppe vide, de celles qui ont l'apparence de la vie aux yeux du reste du monde. S'abrutir de médicaments, pleurer, hurler en silence, morte dans ses fondations, et entendre en boucle ce murmure qu'elle n'oublierait plus, même si elle devait encore vivre des siècles et des siècles, ce moment précis où avait pris naissance le point zéro de sa vie. Chapitre 1. La salle se trouvait maintenant déserte. Une quarantaine de petites tables s'étalaient devant lui. Elles avaient dû être neuves, autrefois, bien avant qu'il ne commence à enseigner, et pourtant cela datait. Les chaises qui accompagnaient les bureaux se trouvaient dans le même état, tout aussi fatiguées et à l'agonie. Sur le mur derrière lui, un écran roulable, plus tout à fait blanc ni tendu, prenait tout l'espace. Le vidéoprojecteur éteint, fixé au plafond, bourdonnait. Le ventilateur nécessaire au refroidissement de la lampe, qui pouvait atteindre les 1000 degrés Celsius, près du filament, laissait entendre son souffle caractéristique. Il repensa aux images délavées diffusées par l'appareil. En l'absence de rideaux aux fenêtres pour occulter la lumière du jour
et renforcer le peu de contraste qui subsistait, le changement d'ampoule paraissait inéluctable. Il savait qu'il ferait mieux d'en acheter une lui-même, sans passer commande via un formulaire officiel et s'éviter ainsi d'accumuler les tracasseries administratives. Dans son métier, rien n'était acquis. Le sous-équipement récurrent et l'inertie paralysante étaient une réalité au sein de l'éducation nationale, devenue un simple vecteur de compétition et de rentabilité. Il souffla et jeta un œil distrait sur le tableau vert foncé à 4 pans qui s'étendait sur presque toute la longueur du mur, à sa droite. Il relut au hasard certaines phrases qu'il avait inscrites à la craie et réalisa qu'il avait commis une faute de conjugaison qu'aucun élève n'avait cru utile de relever. Soulagé de constater que cela n'altérait pas le sens de la démonstration, il refoula sa honte, puis s'adossa à sa chaise, regard glissant sur les larges baies vitrées qui se trouvaient sur sa droite. Le soleil éclairait ce mois de mars, annoncé par Météo France comme l'un des plus chauds depuis les premiers enregistrements de température en 1880. Et il y en avait encore pour ne pas croire au réchauffement de la planète, se dit-il. Il se promit que, lors de sa retraite, il profiterait pleinement de ce genre de journée. Dans quelques années, il pourrait s'adonner à sa passion, la randonnée en compagnie de sa femme. Cette pensée esquissa un léger sourire sur son visage et fit disparaître l'espace d'un moment son mal de crâne. Enseigner à longueur de temps lui avait toujours provoqué ses migraines, et pourtant il n'avait... Monsieur? D'un geste vif, il releva la tête, surpris par cette intrusion dans son univers intérieur. Absorbé, il n'avait pas entendu le jeune homme entrer dans la salle de cours. Est-ce qu'il vieillissait au point d'être trahi par ses oreilles? Il fixa l'étudiant et le reconnut. Pas très grand, brun, élancé, les cheveux en bataille et des restes d'acné sur les joues. Il s'agissait d'un élève d'une de ses classes, effacé et sans histoire, mais perspicace, avec de bons résultats dans l'ensemble. Oui? Le professeur rajusta ses lunettes, qui avaient la fâcheuse tendance à toujours descendre le long de l'arête de son nez. Il les avait fait régler plus d'une fois, mais rien à faire. Son appendice était certainement un modèle à part. J'aimerais vous parler d'un petit problème. Bien sûr, comment pourrais-je vous être utile? Il s'agit du dernier devoir. Il faisait cours sur des programmes différents selon les classes et fut obligé de réfléchir avant de lui répondre. Celui de jeudi? Ce jour-là, il n'avait donné qu'un seul examen sur table et le sujet lui revint immédiatement à l'esprit. La Divine Comédie, l'œuvre de Dante Alighieri. Tout à fait. Quel est donc le souci? L'étudiant paraissait tendu. Il restait silencieux. Le professeur choisit de ne pas y prêter attention et continua. Je vous écoute. Ça vous amuse? La question du jeune homme le prit au dépourvu, surtout le ton avec lequel il l'avait prononcée. Une voix ferme, dure. Il s'était attendu à ce qu'il lui parle de sa note, comme à chaque fois que l'on venait le voir en tête-à-tête, mais pas de cette façon agressive. Pardon? Son sourire aimable disparut dans l'instant. Vous m'avez bien compris. Je vous ai demandé si vous trouviez ça drôle. Le professeur écarquilla les yeux. Sa surprise n'était pas feinte. Sa migraine vint frapper un peu plus fort contre ses tempes, et il sentit que sa nuque commençait à se raidir, signe évident de tension et de stress. Dans l'espoir de désamorcer la situation qui s'installait, il préféra ne pas élever la voix. Écoutez. Il s'interrompit l'espace de quelques secondes, réalisant qu'il ne retrouvait plus le prénom de l'étudiant. Ce dernier l'observait, froid et dur, et ne fournit aucun effort pour le lui rappeler. Il le laissa enchaîner après ce léger blanc. Je crois que vous feriez mieux de me parler d'une autre façon, jeune homme. Je suis votre enseignant et, en tant que tel, je vous demanderai de vous comporter de manière... Un prof qui ne se souvient même pas du prénom de son élève. Ah, bravo! Bon, Vous n'avez pas répondu à ma question. L'étudiant commençait à le mettre mal à l'aise. Cette conversation devait cesser maintenant. Et je n'ai pas à le faire. Pour qui vous prenez-vous? Vous allez sortir de cette classe tout de suite et j'essaierai d'oublier cet incident. Le jeune homme ne réagit pas, imperturbable,
comme s'il n'avait pas entendu, et l'interrogea une nouvelle fois. Qu'est-ce qui justifie cette note de merde? Le professeur se saisit d'instinct de la feuille que lui brandissait avec hargne l'étudiant, et y jeta un coup d'œil rapide, en gage de sa bonne volonté. Il ajusta ses lunettes et lut le chiffre cerclé de rouge sur le coin droit de la copie double. 8/20, ce n'est pas si mauvais, croyez-moi, surtout concernant une œuvre aussi... Il n'eut pas le temps d'utiliser le prénom qui était inscrit sur le devoir. Ah oui, pas si mauvais? Ça méritait beaucoup plus, et vous le savez très bien. La voix avait gagné en décibels. L'enseignant poussa un soupir. Sa tête pulsait, comme prise dans un étau. Écoutez, je comprends que vous soyez déçu, mais un barème existe. Il est nécessaire de le respecter. Votre approche des 9 cercles et de leur signification dans l'ensemble de l'œuvre de cet immense poète est judicieuse. Mais pour obtenir la moyenne ou au-dessus, vous auriez dû répondre aussi à la question 5, si mes souvenirs sont bons. Il retourna la feuille avant de continuer sur sa lancée. Vous ne l'avez pas fait. De rage, l'étudiant la lui arracha des mains, la chiffonna en boule et la jeta à terre, faisant légèrement reculer son interlocuteur. Je sais que ça vous amuse, ça se sent dans votre voix. Vous êtes le prof, alors forcément vous connaissez mieux l'œuvre que moi, c'est ça? Je peux vous réciter certains passages par cœur. Oui, je n'en doute pas, mais ce n'est pas le problème, En le fixant fiévreusement, l'étudiant se mit à déclamer en postillonnant un vers tiré du livre de l'enfer. Je ne fus pas mort, mais entre mort et vie. Pense, si tu as un brin d'intelligence, à ce que je devins, des deux démuni. Le jeune se rapprocha encore un peu. À vous de me dire de quel vers il s'agit. L'enseignant commençait vraiment à se sentir déstabilisé, même s'il essayait de ne pas le montrer. La conversation prenait une tournure qui ne lui plaisait pas du tout. L'impression de se trouver quelques minutes avant une explosion volcanique. Quand l'atmosphère change, que le soufre devient perceptible, il devait affirmer sa position. Il regarda l'étudiant sans ciller pour lui faire comprendre que celui qui dirigeait les échanges, c'était lui, qu'il représentait l'autorité au sein de cet établissement et à plus forte raison de sa propre classe. Il remarqua, à ce moment-là, les tics de colère qui parcouraient le visage encore juvénile. Bon, maintenant, ça suffit. Vous dépassez les bornes, jeune homme. Vous allez sortir d'ici sur le champ. Vous m'entendez? Sa voix ne fut pas aussi ferme qu'il aurait voulu. Son interlocuteur le fixait sans esquisser le moindre geste. Une grosse veine était apparue à sa tempe. J'avais déjà remarqué que vous aviez quelque chose contre moi. Dès le début du trimestre, j'ai su que vous alliez me rabaisser à la moindre occasion. Et vous avez attendu de le faire sur mon œuvre préférée. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ça n'a aucun rapport avec ce livre, et vous en particulier. D'autres élèves n'ont pas eu la moyenne non plus. Il y en a même certains qui ont eu moins que... Vous avez cru que je n'y verrais que du feu? Mais les types comme vous, je les repère tout de suite, tonna-t-il, les yeux injectés de sang. Et une fois que je les démasque, je fais en sorte de leur faire comprendre que je ne suis pas dupe de leur petit jeu. Cette histoire va mal finir, pensa l'enseignant, avant qu'un point parte tel un missile en direction de son nez. Il n'eut pas le réflexe d'esquiver. Les cartilages se brisèrent sous l'impact et sa lèvre se fondit. Il sentit le goût de son propre sang dans sa bouche. Il en resta hébété. La douleur n'était pas encore arrivée jusqu'à son cerveau. Le second coup, tout aussi puissant et rapide, l'atteignit au niveau de la tempe. Il tomba à la renverse en essayant tant bien que mal de se raccrocher à son bureau, qui se déroba. On fait moi le malin, là, hein? Cracha les lèvres entre ses dents. L'étudiant fit voler 2 chaises à travers la classe. Il se pencha sur le professeur et tenta de le remettre debout en attrapant les revers de sa veste. Le pauvre homme esquissa un mouvement de défense. Une de ses jambes se détendit pour frapper du bout du pied les parties génitales de l'agresseur, qui se plia en deux en poussant un juron, mais ne le lâcha pas pour autant. Reprenant vite l'initiative, ce dernier s'approcha du visage terrorisé de sa victime. Enfoiré! Tu croyais que ce serait facile de m'arnaquer? Tu bandes de m'avoir humilié devant toute la classe? Je parie. Une violente claque fit fuser les lunettes, encore en place, par miracle, quelques secondes auparavant.
L'étudiant postillonnait de plus en plus, hurlant comme un possédé. Donne-moi cette putain de note à laquelle j'ai droit. Je le mérite, bordel. Le professeur n'en revenait pas de la rapidité avec laquelle la situation avait dérapé. Quelques minutes plus tôt, il se trouvait encore en pensée sur les chemins de randonnée aux côtés de son épouse. Donne-la-moi! Rien ne lui venait à l'esprit pour tenter de calmer le volcan qui grondait en face de lui et qui menaçait à tout moment d'exploser encore plus fort. Malgré toute son expérience, il n'avait jamais eu à gérer ce genre de situation extrême. Il perçut des pas saccadés dans le couloir, en même temps que l'étudiant relevait son bras pour armer un nouvel assaut qui se promettait destructeur. Ce taré tenait une chaise par l'un des pieds et la brandissait haut au-dessus de son épaule. Un rectus lui barrait le visage et la détermination se lisait dans ses prunelles. Il savait déjà qu'il porterait une attaque dévastatrice. L'enseignant était tétanisé. En une fraction de seconde, il se vit succomber sous les coups. Il n'allait quand même pas mourir pour un simple devoir noté trop sévèrement. La porte de la classe s'ouvrit, soudain à la volée, et frappa le mur avec force. Ses collègues, alertés par le bruit et les cris, venaient de faire irruption dans la salle. Le professeur, les yeux exorbités, se dit qu'ils arrivaient malheureusement trop tard. Il leva un bras en protection, plus par réflexe qu'autre chose, et préféra fermer les paupières. Chapitre 2. Le secteur d'affaires de la Défense devait son nom à la bravoure de combattants parisiens qui, pendant 6 mois, avaient protégé la capitale lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Il était devenu le plus important pôle économique d'Europe par l'étendue de son parc immobilier. Une véritable ville dans la ville, de 160 hectares, composée d'innombrables tours avec à ses pieds un labyrinthe de lignes de tramway, RER, métro, gares routières et bus qui déversaient au quotidien des centaines de milliers de voyageurs. Un quartier qui s'ancrait sur 4 communes proches de Paris, plus de 26 000 habitants, 45 000 étudiants et 180 000 salariés s'y croisaient quotidiennement, au milieu de ce qui constituait le plus grand musée à ciel ouvert de France, avec près de 70 œuvres d'art de Calder, Miro, Takis, Mitourage ou encore César. Le béton à outrance, gris et triste des années 80-90, avait peu à peu laissé place à des tours soucieuses de l'environnement et à des espaces végétalisés de plus en plus nombreux. L'endroit était devenu agréable, aussi bien pour y travailler que pour y déambuler ou y vivre. Au fil du temps et des saisons, Patrick l'avait vu évoluer. Il occupait un poste de designer fonctionnel au sein de la direction marketing d'un important groupe du tertiaire. Un job, comme son supérieur hiérarchique aimait le répéter à l'envi, qui nécessitait simplicité, rigueur et rationalité. Tout un programme. Ses collègues et lui mettaient un point d'honneur à rajouter bonne ambiance et bienveillance à cette liste. Le repas du midi, au self, et les pauses café faisaient partie des moments interdits à toute discussion se rapportant de près ou de loin à leur charge de travail. Il s'agissait là d'un moyen comme un autre de créer et maintenir une vraie cohésion d'équipe, tout en évacuant le stress inhérent à leur profession. Ces instants d'échange privilégiés étaient basés presque en exclusivité sur des sujets d'actualité et de société commentés sur le ton de la dérision. Personne ne les aurait ratés pour rien au monde. Dans cette équipe, Patrick, un grand brun à la mâchoire carrée et à l'éternelle barbe de 3 jours, incarnait le facteur de jovialité. Toujours d'humeur égale et possédant un humour à toute épreuve. Le roi de la répartie, comme le surnommaient ses collègues, en représentait la pierre angulaire. Et depuis l'arrivée d'Ambre, une jeune embauchée, certains murmuraient même qu'il se surpassait. Alors qu'ils venaient de finir leur repas et qu'ils déposaient leur plateau sur le tapis roulant, Philippe, le meilleur ami de Patrick, l'interpella. « Tu nous refais le coup ce midi ?» Tout en jetant sa serviette en papier dans la poubelle d'idioterie, ce dernier émit un petit rire. « Tu ne t'en lasses pas, toi ?»« J'avoue que non, ça me fait toujours autant marrer. Et puis, comme tu le sais, c'est bientôt la quille pour moi. »« Je suis au courant. Et tu te dis que pour fêter ça avant ton départ... » Philippe le coupa en lui adressant un clin d'œil.
Et en plus, Ambre ne t'a jamais vu à l'œuvre. Je suis certain qu'elle apprécierait. Regardant au-dessus de son épaule, Patrick essaya de repérer où celle-ci se trouvait. Loin de l'image du mannequin aseptisé ou de l'influenceuse aux photos retouchées, comme il en pullule sur les réseaux sociaux, la jeune femme avait beaucoup de charme. Elle était assez grande et longiligne, avec de beaux cheveux châtains et des yeux noisettes rieurs, associés à de charmantes petites rides d'expression. Depuis qu'elle avait intégré l'équipe, après être passée par un grand cabinet de conseil, le courant était immédiatement passé entre elle et lui, et malgré la différence d'âge, une réelle complicité avait vu le jour, suscitant de temps à autre un peu de jalousie autour. Alors, continua son collègue, sûr de la portée de son argument. C'est peut-être faisable, lui répondit-il malicieux. Le petit groupe se dirigea vers la batterie d'ascenseurs, tout en discutant de tout et de rien. Une fois arrivé devant les cabines, Philippe se tourna vers Patrick, l'air suppliant. Tu ne lâches rien, hein, pas vrai? Lui dit ce dernier en souriant. On va dire ça, oui. Les autres collègues appuyèrent la demande de Philippe avec enthousiasme. Allez, s'il te plaît, reprirent-ils à plusieurs. Les gars, si jamais il y a des caméras, je suis mort, argumenta Patrick. Il n'y en a pas, lui lança l'un d'eux. Je n'ai jamais vu de panneau qui l'indiquait. Peut-être qu'on n'a pas bien cherché, ni fait spécialement attention. Honnêtement, si c'était le cas, tu te serais déjà fait choper, tu ne crois pas? Ouais, peut-être, mais imagine que... Allez, Patrick, intervint Ambre avec un grand sourire lumineux. Tout le monde m'en a parlé. On va dire que c'est pour fêter le prochain départ de Philippe et pour me faire un peu oublier ça. Elle désigna la telle qu'elle portait à la cheville depuis une mauvaise chute sur un quai de métro en voulant attraper la dernière rame. 3 semaines déjà qu'elle boitillait. Avant que Patrick ait pu répondre, les portes de la cabine s'ouvrirent dans un chuintement caractéristique. Ils franchirent un à un le sas, accompagnés d'un léger courant d'air qui leur ébouriffa les cheveux. Par chance, seul leur groupe pénétra dans l'ascenseur. Une fois à l'intérieur, Ambre reprit la parole tout en laissant le doigt sur le bouton de fermeture des portes. Dès que tu appuieras sur le bouton du dernier niveau, tu auras dans les 35 secondes pour passer à l'action. La petite assistante la regarda avec attention. Comment sais-tu ça? Demanda l'un des collègues. Si on considère que la vitesse d'une cabine se situe dans les 20 km/h, il est facile de... commença-t-elle. Waouh, c'est super rapide, la coupa l'un d'eux. Pas tant que ça, reprit-elle. On est assez loin du record détenu par un ascenseur en Chine, à Guangzhou, avec 72 km/h. Devant les regards médusés des occupants de la cabine, Ambre crut bon de devoir se justifier. Je ne suis pas une spécialiste des ascenseurs, c'est juste que j'ai lu un article qui en parlait sur le site de Science et Vie. De discrets sifflements admiratifs se firent entendre. Patrick leva un sourcil. Science et Vie? Ça t'étonne? Lui demanda-t-elle. Il fit semblant de réfléchir, puis se pencha vers elle pour lui répondre à voix basse, mais cependant assez fort pour que cela n'échappe à personne. Non, au contraire, ça change des autres blaireaux autour de nous qui ne regardent que des vidéos de gens qui se prennent des gamelles sur YouTube. Hé intervint l'un d'eux. Toi aussi tu fais ça? Des rires fusèrent. Pour être tout à fait franche, ça m'arrive aussi, avoua la jeune femme en fixant Patrick. Alors, tu es partant? Ok, ça marche, répondit-il après avoir fait mine de réfléchir. Ambre relâcha la pression sur le bouton de fermeture des portes et appuya de façon théâtrale sur celui menant au 45e étage. Elle mit son index sur ses lèvres pour demander le silence. La cabine commença sa montée. Voilà, c'est terminé. Pour découvrir la suite des aventures de Patrick, Philippe et Ambre, il faudra vous procurer Étage 46 de Christian Guilherme. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.